Salam alaikum, bonsoir. La condamnation avec sursis du journaliste Saad Bouaqba, figure emblématique de la presse algérienne, dépasse largement le simple cadre judiciaire. À 79 ans, cet homme qui a dédié sa vie à l'information se retrouve pris dans un piège symbolique, déclenché par la plainte de la fille d'Ahmed Ben Bella, ancien président de l'Algérie indépendante. Ce procès est le reflet d'un combat plus vaste, celui de la liberté de la presse face à une justice qui semble instrumentalisée au service d'intérêts claniques et politiques. Accusé d'avoir insulté les symboles de la Révolution et diffamé une figure historique, Bouaqba est en réalité jugé pour avoir osé interroger, critiquer, questionner l'histoire officielle. Derrière cette accusation se joue une lutte pour la mémoire nationale, où le récit officiel s'arme contre toute tentative de remise en cause. Ce n'est plus seulement un journaliste qui est condamné, mais la liberté même d'informer. Ce verdict résonne dans un contexte alarmant où les médias indépendants ferment les uns après les autres, où les procès pour fausse information ou atteinte à l'unité nationale se multiplient, et où la justice perd sa neutralité pour devenir un outil de pression politique. La fermeture de Vision TV et le musulman de Bouaqba sont un avertissement clair. Trop s'approcher des tabous politiques ou historiques, c'est risquer la censure, la prison, l'effacement. Cette logique clanique enferme la justice dans un rôle qui n'est plus celui de garant de l'équité, mais celui de gardien d'un récit figé. Ce faisant, elle étouffe le journalisme, réduit au silence les voix critiques et prive la société algérienne de son droit fondamental à la connaissance, au débat et à la pluralité d'opinions. L'affaire Bouaqba n'est pas une simple condamnation. C'est un signal d'alarme pour toute la presse algérienne et pour la société dans son ensemble. Sans liberté de la presse, il n'y a pas de démocratie vivante, mais seulement un récit imposé, un silence contraint et des mémoires enterrées. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, Saad Bouaqba, condamné à 3 ans de prison avec sursis. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Sidi Mnad Si Ahmed, expert senior auprès des Nations Unies pour le climat et l'ozone, observateur politique. Il est avec nous depuis Vienne via Skype. Dr Sidi Mnad, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser. Merci pour l'invitation et toutes mes salutations à Al-Maghribia, à vos téléspectateurs et bien sûr à vos invités éventuels que je... Merci beaucoup, docteur Sidi Mnad. Je pense que vous serez content. C'est quelqu'un qui vous apprécie aussi. Docteur Hassan Hirj est avec nous, économiste, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Docteur Hassan Hirj, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Fillakadda Hassan, merci d'avoir accepté l'invitation. Azul Fillaoun, c'est Nassar, c'est Mnad. Et bonsoir à tous les téléspectateurs, à votre équipe. Je suis effectivement content de partager ce plateau avec Sidi Mnad, Ahmed, qui est un homme totalement érudit dont l'Algérie a besoin. Absolument. Comme ça, très content de vous avoir ce soir avec nous. Avant de vous donner la parole, bien sûr, on va essayer de vous faire passer quelques titres de la presse algérienne concernant donc le thème de ce soir.
Et bien sûr, il y a un titre de la presse française qui en a parlé donc par rapport à cette condamnation de Saad Bouaqba. Et on va commencer avec Maghreb émergent. Le journaliste Saad Bouaqba condamné à 3 ans de prison avec sursis, donc attitré Maghreb émergent. Le Matin d'Algérie, le journaliste Saad Bouaqba condamné. TSA, tout sur l'Algérie, procès du journaliste Saad Bouaqba. Le tribunal rend son verdict. Le tribunal de Bir Mourad Raïs à Alger a prononcé ce jeudi, donc hier, son verdict dans l'affaire du journaliste Saad Bouaqba. La Web TV Vision est fermée. Et on termine, on va pas terminer, le Figaro par contre, journal français, Algérie, un journaliste accusé de diffamation condamné à 3 ans de prison avec sursis. Attitré donc le journal Le Figaro, journal français. Et on termine avec le Poste de Chouaa, cette organisation qui défend donc les droits de l'homme et les libertés. Donc on peut écrire dans le Poste de Chouaa pour les droits humains lance sa campagne Libérer les voies de la liberté du 5 au 10 décembre 2025 à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme afin de réclamer la libération des prisonniers d'opinion en Algérie. Donc Chouaa, l'organisation qui défend donc les détenus d'opinion, les libertés et les droits de l'homme. Voilà, donc, mais aussi, on va vous faire passer ce passage de l'interview de Saad Bouaqba à cette chaîne web Vision qui est fermée définitivement. Donc, on regarde ce petit passage. النقطة التي أثارت الجدل الواسع وتم تداولها بشكل كبير هي نقطة أموال جبهة التحرير بسويسرا. ذكرت مجموعة معلومات قرأتها في كتاب صدر تقريبا منذ 40 سنة. هذا الكتاب كتبه اللي كتب الفصل المتعلق بكنز جبهة التحرير في سويسرا، كتبوا مدير البنكة اللي كان يدير هذا البنكة اللي هو اسمه فرانسوا جونو. هذا فرانسوا جونو هو مدير البنكة، وهذا صديق حميم لبن بلة وصديق حميم لخيدر، وشارك مع الجزائريين في الثورة لأنه هو أصله ضابط قديم تاع حيدر كي كان موجود هنا في الحزب، رشحوا باش يولي يحكم البنكة هذه تاع اللي نشأوها الجزائريين من التريزور تاع نشأها بن بلة مع خيدر، التريزور تاع لافلان. وهكذا كي وقع الخلاف بين بن بلة وخيدر، وخذا من بعد خذاو هما المبالغ الماليه خذاها خيدر، هو كان مدير البنكه، دار الشهاده تاعو كيف خذاوها وكيف وزعوها وين راحت. هذه الاولى. الكتاب اللي تكتب من 40 سنه سنة 1900 في هذيك الحدود، هذه في هذيك الحدود تنشر والناس هذو حيين. بن بلة حي، بيطاط اللي ذكروا حي، بوذياف حي، واحد ما رد ولا رفع دعوة ولا قال موش صحيح الكلام اللي كتبه السيد هذا. هذه واحدة. الثانية اللي تدل على أن واش ذكروا هذا السيد صحيح، هو أن عائلة خيدر نفسها قالت باللي راهي بعد ما وفاته كونتاكتات بومدين باش ترجع الدراهم، وكونتاكتات ايضا الشادلي ورجعت الدراهم. يا اخي يقولوا هذا الكلام هذا، والكلام هذا نظن كتبوا ولد خيدر في مذكره في كتاب. السؤال اللي يتطرح، لو كان ما كانش واش كتبوا هذا السيد هذا صحيح، هذا المدير هذا لو كان ما جاش صحيح، كيفاش انتقلت
أموال لفلان إلى عائلة خيدر بالوراثة. إذا معناها خيدر نقل الملكية تاع الكونت هذا من ملكية الدولة الجزائرية ولا الثورة الجزائرية إلى ملكيته الخاصة. على ذيك ورثاته العائلة تاعها. عملية الورث تدل على أنه نقل الملكية، نقلها من ملكية لفلان إلى ملكيته الخاصة. 6% ورثها رجعتها. كم هي من مجموع المبالغ؟ وعلى متسطرين في الحكومة الجزائرية، متسطرين على الحكاية هذه، ما قالوش قداش رجعت وقدا وداو للآن. Voilà, donc ces déclarations donc, qui ont coûté la prison ou cette condamnation à 3 ans de prison avec sursis, sachant qu'il a passé presque une semaine en prison, mandat de dépôt, donc on parle de Saad Bouaqba. Je vais commencer avec vous, Dr Sidi Mnad. Bien sûr, ce passage qu'on a fait passer, donc la fille d'Ahmed Ben Bella a déposé plainte contre Saad Bouaqba. Mandat de dépôt, bien sûr, une semaine après. Donc, il a été jugé hier, condamné à 3 ans de prison avec sursis et presque 1 million de dinars donc d'amende. Votre réaction? Est-ce que c'est normal cette condamnation? Surtout que Saad Bouaqba a parlé que c'est des questions qui ont été soulevées auparavant. Il n'a rien dit de nouveau. Oui, tout d'abord, avant de répondre à votre question, qui est, comment dirais-je, effectivement, qui nous interpelle tous, mais j'aimerais aussi dire au docteur Hassan Heraj, que j'apprécie beaucoup, que le plus érudit d'entre nous deux, c'est bien lui. Et moi, je ne suis qu'un scientifique qui s'essaie timidement à la politique, et je ne crois pas, pour être honnête avec vous, être en mesure de faire de l'analyse. C'est pour ça que j'insiste, que j'essaie d'observer ce qui se passe en termes de politique dans mon pays et autres, bien sûr, et autres domaines comme l'économie, la protection de l'environnement qui m'est très cher, le social, la culture, etc. Voilà, je voulais remercier Dr Hassan Heraj pour l'honneur qu'il me fait de m'avoir encensé de cette manière. Maintenant, revenant à votre question, moi, j'aimerais dire d'abord qu'à chaque fois qu'il y a un événement de ce type ou qui s'en rapproche, on se dit jusqu'où ce pouvoir va-t-il aller? Mais là, on se rend compte qu'il n'a aucune limite, que chaque fois, il repousse les limites, je dirais, de l'impossible dans un langage politique. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais c'est à chaque fois... nous sommes mis en face de situations ubuesques et qui, quelque part, n'ont pas réellement de prise sur la réalité. Sauf que, et ça, je crois que tu l'as dit à Nassar, c'est un avertissement qui est donné à tous ceux qui s'essayent de parler, même pas de critiquer, mais de parler de l'histoire officielle, entre guillemets, de la révolution algérienne notamment. Il y a beaucoup de non-dits, tout le monde le sait, mais à chaque fois qu'on essaye de lever un peu le voile là-dessus, eh bien, le pouvoir réagit pour la simple et bonne raison, ça c'est un avis personnel, c'est qu'il a cette crainte que quelque part, ce pouvoir va être aussi dévoilé de par justement les dérives qu'il y a eu avant l'indépendance, après l'indépendance et jusqu'à ce jour. Donc, c'est un avertissement pour tout le monde, y compris pour des gens qui ont, disons, travaillé avec le pouvoir. Bon, je n'ai pas à juger des activités journalistiques de M. Saad Bouaqba, mais c'était quelqu'un qui était connu aussi au niveau de la presse officielle algérienne. Donc, c'est un avertissement pour tout le monde. Personne, dans ce cas, n'en sort indemne, y compris un journaliste qui se met dans le rôle de quelqu'un qui en train d'interviewer Saad Bouaqba, c'est-à-dire qu'on le rend responsable aussi
de ce qu'a dit M. Saad Bouakba. C'est quand même hallucinant et quelque chose qui est très difficile à comprendre. Donc, c'est encore une fois un autre tour de vis. Et moi, je le dis avec, disons, beaucoup de naïveté. Cette vis concert. Un jour, elle va, comment dirais-je, foirer. Et c'est là où le grand danger va arriver sur ce pays. Moi, c'est ça qui me fait peur beaucoup plus qu'autre chose. Bon, maintenant, essayer de voir plus loin. Peut-être que Dr Hirish va nous éclairer davantage. Absolument, Dr Sidi Mennad, la question, on va la poser, bien sûr. Vous avez parlé des dangers, on va essayer de comprendre aussi, de poser cette question qui est très pertinente, parce qu'il y a des dangers qui guettent notre pays. Dr Hassan Hirish, on a entendu Sidi Mennad parler d'un avertissement pour tout le monde, cette condamnation du journaliste Saad Bouakba. On le qualifie du doyen des journalistes. Qu'est-ce que vous en pensez pour vous? Quelle est votre réaction par rapport à cette condamnation? Rappelons donc la fermeture de cette chaîne web, de cette TV web qui s'appelle donc Vision TV. On l'a fermée, on a confisqué son matériel. Donc un autre média qui s'éteint une fois de plus. Votre réaction, Dr Hassan Hirish? Oui, je souscris à ce que vient de dire Sidi Mennad, que j'apprécie encore une fois, je reviens dessus. Évidemment, une affaire aussi importante, elle ne peut pas être vue avec un seul faisceau d'analyse, avec un seul regard. Il faut prendre les choses, évidemment, de façon beaucoup plus globale pour comprendre la réaction de la justice algérienne sur un certain nombre de faits, parce que celui-ci n'est pas nouveau, malheureusement. Beaucoup de journalistes, de femmes et d'hommes politiques, d'entrepreneurs, de militants, de syndicalistes, ça ont payé aussi de leur chair les décisions parfois hâtives, parfois injustifiées, parfois incompréhensibles de la justice algérienne. Et on ne sait pas exactement quelle est la part vraiment de la justice, c'est-à-dire quelle est la responsabilité des procureurs, des juges, du système judiciaire d'une façon globale dans ces jugements sévères, et quelle est la part des politiques, voire aussi la part de tous les décideurs, qu'ils soient civils et militaires, pour essayer de comprendre est-ce que c'est un dysfonctionnement de la justice, est-ce que c'est une politique globale, est-ce que la présidence y est pour quelque chose, ainsi de suite. En fait, cette question que vous posez n'a de réponse que par des questions, parce que malheureusement, il n'y a pas de transparence. On est là, parfois même le procès se passe très très rapidement, c'est balayé en quelques minutes, donc on ne sait pas trop bien qui a donné le coup fatal. Toujours est-il que même d'un point de vue psychanalytique, là parce qu'il s'agit de l'argent, il s'agit du trésor, à la fois du FLN, mais aussi, moi je me souviens quand j'étais gamin en Kabylie, et je suppose que ça s'est passé partout ailleurs, je me souviens de nos sœurs, nos mères, nos grands-mères qui venaient se délester de leurs bijoux, totalement précieux, valeur évidemment monétaire, mais pas seulement, surtout valeur symbolique, transmission psychogénéalogique, etc. Et qui donnaient donc ces bijoux-là à l'État parce qu'il y avait un appel justement de Ahmed Ben Bella pour dire qu'il n'y avait rien dans les caisses et qu'il en appelait à la générosité du peuple algérien qui sortait d'une guerre atroce, d'un colonialisme atroce et qui était complètement dépouillé
et qui est dépourvu, qui était vraiment dans une misère incroyable et qui, malgré cela, évidemment, ont fait des gestes d'une générosité historique et qui qu'on mérite appelait son Dour Tadamoun, de Hassan. absolument, c'est tout Tadam. Donc, pourquoi je disais que ça méritait même, bon, c'est pas mon rôle malheureusement, mais quand même, c'est une piste. Je veux dire, le jugement qui a conclu à 3 ans de prison avec sursis, mais 1 million de dinars d'amende. 1 million de dinars, c'est beaucoup d'argent pour une personne. Ce qui veut dire que finalement, c'est comme si inconsciemment, les hommes qui ont pris la décision de le juger ainsi, en fait, ont derrière le problème de l'argent. C'est-à-dire, c'est comme si on ne jugeait pas l'action journalistique de M. Bouakba, mais que inconsciemment, on jugeait l'action monétaire, consumériste, c'est-à-dire la happy monetary, si je peux inventer un néologisme. Donc là, on se pose beaucoup de questions parce que, bon, je comprends que, par exemple, qu'il paye un dinar symbolique parce que on aura estimé qu'elle a porté atteinte, on va dire, à la mémoire d'un ancien dirigeant. Au symbole de la Révolution. On l'a accusé donc d'insulter les symboles de la Révolution et diffamer donc une figure historique. Ceci dit, Ahmed Ben Bella lui-même a insulté la Kabylie, a insulté Ahmed plusieurs fois, en nous traitant de régions racistes, de régions séparatistes, de tous les mots. Après avoir payé un tribut énorme, quand on voit les monuments aux morts en Kabylie dans chaque village, c'est totalement impressionnant. C'est-à-dire, on a perdu des femmes et des hommes de grande valeur, et tout de suite à l'indépendance, beaucoup d'arrogance, il a obéi à Gamal Abdel Nasser qui voulait absolument mettre l'Algérie dans le monde arabe. Tout de suite, nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes. À Tunis en plus, dans un pays étranger, il insulte carrément l'histoire de l'Algérie. Évidemment, lui, il est sorti triomphaliste et on ne pouvait pas lui reprocher quoi que ce soit. Donc, l'un dans l'autre, en fait, il y a beaucoup de questions adjacentes à cette histoire, comme à tant d'autres. Et puis, vous savez, Nasser et Sidi Mened, qui est à peu près de mon âge, on s'en souvient, le slogan du FLN, c'était qui n'est pas avec nous et contre nous. À partir de ce moment-là, la culture collective des décideurs, des institutions, du pouvoir en place, etc., effectivement, ça fonctionne sur un mode binaire, à savoir où c'est blanc, où c'est noir, où c'est haram, c'est halal, ainsi de suite, comme d'autres institutions. Du reste, peut-être qu'on viendra tout à l'heure, à savoir que nous sommes dans un pays qui a énormément souffert, une société qui a énormément souffert. Et comme disait Marx, l'homme est un produit social. Donc, du coup, même nos dirigeants, à la limite, ils sont, comment dire, victimes de toutes les souffrances que nous avons subies, des guerres sans arrêt depuis des siècles. Et nous avons évidemment acquis cette transmission de souffrance. Et parfois, il y a des gens qui souffrent, évidemment, deviennent raisonnables, d'autres, au contraire, deviennent bourreaux. Très bien. Restez avec nous, Dr Hassan Hirsch.
Je reviens vers vous, docteur Sidi Mnad. Docteur Hassan Hirish a dit qu'il faut poser beaucoup de questions pour essayer de comprendre donc la situation que vit notre pays, mais aussi essayer de comprendre cette condamnation, ce procès de Saad Bouaqba. On en a parlé donc de cette condamnation aussi du journaliste français sportif Christophe Glaise, 7 ans de prison ferme, donc on appelle. Est-ce que vous pensez que la justice est instrumentalisée, docteur Sidi Mnad, en Algérie, et au profit de qui? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre quand on essaie d'observer. Et nous sommes tous donc algériens. Vous avez beaucoup plus d'expérience que moi. On n'arrive plus à comprendre comment les choses fonctionnent en Algérie. Il y a une telle contradiction entre ce qui se dit, ce qui se pratique. Mais ces derniers temps, on a entendu par exemple des personnalités qui ont rencontré Al-Majid Tebboune, comme Abdelaziz Rahabi, l'ancien ministre, l'ancien diplomate, comme Louisa Hennoun, la chef du parti PT, Parti des travailleurs, qui a fait donc une conférence de presse et qui a déclaré que le chef de l'État, Al-Majid Tebboune, lui a parlé d'une grâce ou d'une amnistie générale concernant donc les détenus d'opinion. Donc pour la première fois qu'il parle des détenus d'opinion, d'après bien sûr Louisa Hennoun, et on condamne Saad Bouaqba hier à 3 ans de prison avec sursis, on condamne le journaliste français. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une guerre clanique qu'on veut enfoncer à Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État? On n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qui se passe, docteur Sidi Mnad. Tout d'abord, pour répondre rapidement à ta question, il est évident que la justice, elle n'est pas aux mains des magistrats, des procureurs, des juges, etc. C'est une évidence même. Même en tant qu'observateur, je dirais simple citoyen, on le voit d'une manière tout à fait évidente. Ceci dit, vous parlez de lutte clanique. Moi, je me souviens que lorsque j'étais à l'exécutif du FFS, on avait tendance à dire que, notamment Sil Hussein lui-même, n'a jamais cru aux guerres de clans. Il a toujours dit, je suis d'accord avec lui, qu'il y a des frictions entre eux ici et là, mais dès qu'il y a un danger, ces clans dont on parle, qu'on ne connaît d'ailleurs pas, on les nomme comme ça ici et là. Moi, je ne m'aventurerai jamais à le faire, mais il est évident que ces frictions-là ne mènent pas à une sorte de dislocation. Cela fait plus de 60 ans que ça tient, même avant l'indépendance d'ailleurs. Donc, ces clans-là savent se regrouper lorsqu'il y a danger. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. Si on se réfère à ce que dit Madame Louisa Hennoun et d'autres. Par exemple, Dr Sidi Mnad, quand Rahabi a fait une déclaration cette semaine, a fait un post, il considère que l'Algérie connaît aujourd'hui sa plus forte contraction des libertés depuis l'ouverture politique de 1989. C'est un constat quand même qui est fort. De sens, Dr Sidi Mnad. Oui, je sais pas, Nasser, tu prends n'importe quel jeune à la rue des Douches, il dira la même chose que M. Rahabi. Ce n'est nullement quelque chose qui est nouveau. La contraction, bon, bien sûr que tout le monde voit qu'effectivement l'approche sécuritaire elle est autrement plus, je dirais, sérieuse et encore une fois, on a parlé tout à l'heure de tour de vis à n'en pas finir. Mais la question, par contre, se pose qui réellement est aux commandes de ce pays? Parce que moi, j'ai l'habitude de dire. Je l'ai dit d'ailleurs sur le Maghrébien, quand je vois
toutes ces têtes. Hier ou avant-hier, on nous avait présenté la réception d'un dictateur connu et reconnu comme Loukachenko. Il y avait tout un parterre de hauts responsables autour de M. Tebboune. Et je suis désolé, moi, encore une fois, en tant que simple citoyen, quand je vois les visages de ces gens-là, je me pose la question, est-ce que vraiment ils sont au courant de ce qui est en train de se faire? Est-ce que vraiment ils sont capables d'être aux manettes du pays? Parce que ne serait-ce que l'expression de leur visage, moi je suis pas psychologue, peut-être que docteur Hersh peut nous éclairer là-dessus, mais je suis désolé, il y a un problème d'un point de vue, je dirais, gestuel, etc., qui me fait croire que ceux qu'on nous présente comme ça à la télé ne sont pas ceux qui décident réellement du sort de ce pays. Et ça, c'est très, très, je dirais, très dangereux. Parce que, au bout du compte, si il y a des forces occultes, comme je le crois personnellement, cela veut dire que nous sommes très loin de savoir ce qui se passe. C'est pour ça que moi je refuse le qualificatif d'analyste, parce que analyser avec des inconnus, de grandes inconnus concernant le pouvoir algérien, c'est pratiquement prendre le risque, je dirais, inévitable de se tromper. Donc, moi, je suis pas là non plus pour dire aux gens qui nous écoutent que je sais plus que d'autres. Au contraire, je m'y perds à chaque fois en conjecture parce que malheureusement, j'observe en tant que simple citoyen qu'il n'y a pas de, je dirais, de gouvernance rationnelle. Je vais jusqu'à dire qu'il y a non-gouvernance dans ce pays. Et c'est ça qui est le plus dangereux. Et c'est ça qu'on doit analyser et non pas essayer je dirais, de commenter telle ou telle décision, Bouakba, Sonsal et je ne sais quoi, qui d'autre, qui, au bout du compte, franchement, nous éloigne, encore une fois, de ce que j'appelle le rationnel. Moi, c'est ça qui franchement, c'est ça qui me fait peur, plus que toute autre chose. Et on le voit aussi, parce que, bon, Saïd Bouakba, maintenant, on va le classer dans ce qu'on appelait un détenu d'opinion, en tout cas harcelé par la justice algérienne. Ils sont des milliers, dont beaucoup sont en prison. Je tiens à le rappeler, je tiens à leur rendre hommage et à dire que je suis tout à fait solidaire de toute action qui serait dans le sens de clamer, encore une fois, la libération de tous ces détenus qui n'ont rien à faire en prison. Et je le répète haut et fort. Bon, voilà, je n'aide pas dans mes réponses, je le sais. Non, ce que vous avez posé comme question est très important. La question que vous avez posée, elle est très importante, Dr Sidi Menned. Vous avez parlé de rationalité, et c'est cette question qui est très importante parce que l'incohérence qu'on est en train de voir en termes de gouvernance, non-gouvernance rationnelle, vous avez parlé même de non-gouvernance tout simplement. Il n'y a pas de gouvernance, on n'arrive plus à comprendre comment le pays donc est géré, non seulement à l'intérieur, mais aussi concernant donc les relations diplomatiques avec d'autres pays. Dr Hassan Hirish, avant de vous donner la parole, on va écouter les déclarations de Louisa Hannoun dans ce passage et je reviens à vous juste après. طرقت لمسألة سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين وأنا ألحيت أنه إحنا بحاجة إلى عفو شامل سياسي يعني قرار سياسي سيادي c'est-à-dire une amnistie générale politique اللي تخص الحقوق والحريات. قال لي أن أطلقت سراح يعني أعداد هائلة مئات الآلاف من المعتقلين. قلت له هذوما تاع الحق العامة ويعني المفروض أنه هذا الأحكام يعني بالسجن بالحبس يعني ما لازمش تكون يعني بهذه السهولة. Voilà, donc Louisa Hannoun qui parle d'amnistie générale politique. Elle a rencontré le chef de l'État, Majid Tebboune.
Dr Hassan Hirish, l'analyse de Dr Sidi Menned, elle est pertinente. Elle pose la question de la rationalité, de comment le pays est géré. Et cette question nous mène aussi donc à poser la question, où va le pays? Parce qu'il y a des dangers. Qu'est-ce que vous pensez quand, d'un côté, il y a quelques jours, la grâce de Boualem Sansal, on s'est dit peut-être que les choses vont aller dans un sens d'apaisement. On a parlé, donc il y a Louise Hanoun qui est sortie, elle a parlé de cette amnistie générale politique, de détenus d'opinion. Et de l'autre côté, on condamne donc le journaliste français, on condamne Saad Bouaqba. Et là, bien sûr, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Elle est où? Donc, pourquoi cette incohérence? Pourquoi donc ces contradictions dans la gestion du pays? Et la question, elle a été posée aussi, est-ce qu'il y a des forces occultes donc, qui gèrent ce pays? Dr Hassan Hirish. Oui, ce sont des questions extrêmement difficiles. Parce qu'effectivement, et là je suis entièrement d'accord avec Sidi Menned, nous on essaye de commenter et si possible analyser ce qui se passe en surface. Donc on n'a aucune idée effectivement de ce qui se passe dans les différents labyrinthes des pouvoirs, dans les différentes, comment dirais-je, dans les différents cercles de décideurs. Donc nous, malheureusement, on se contente de dire ce qu'on pense de ce que nous voyons. Après Sinassar, il y a deux possibilités d'analyse. Il y a la possibilité, par exemple, en tant que soit militant politique, militant des droits de l'homme, militant associatif ou quelqu'un qui s'oppose au système en place, etc. Et qui va évidemment analyser avec, comment dirais-je, des paramètres immédiats, des paramètres politiques. Donc à savoir, on voit bien la sévérité de la justice, on voit bien effectivement le rétrécissement, c'est un euphémisme, des libertés publiques, individuelles, syndicales, politiques, ainsi de suite. Mais je crois que il faut imaginer les décideurs comme n'importe quel parti politique, comme n'importe quelle famille, comme n'importe quelle association. Et on voit les déchirements, surtout alors que dans ce que je viens de citer, il n'y a pas de véritables enjeux, en tout cas pas des enjeux décisifs, existentiels importants. Alors, et dans ces cercles de pouvoir, il y a par contre des enjeux existentiels. Donc, chacun d'entre eux, à partir du moment où il n'y a pas de structure, on va dire, légitime, au sens où il n'y a pas eu une colonne vertébrale formée par des élus. Et donc, les arbitrages vont se faire en fonction des rapports de force. Et donc, à chaque fois que quelqu'un prend une décision, il va de soi qu'il va essayer de faire plus que l'autre, de se montrer plus fort, plus sévère, plus nationaliste, plus mégalomane. Et il va se montrer le mal dominant, ainsi de suite, pour qu'il se fasse respecter dans ces différents cercles-là. Donc, si on ne prend pas compte ces postures dont parlait justement Sidi Menned, effectivement, on voit des visages fermés, on voit pas de sourire, etc. On se demande qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens des aéropages qu'on voit à la télévision à des moments, donc, un peu officiels, enfin, pas un peu, à des moments officiels, des rencontres, ainsi de suite. Donc, ces postures indiquent justement la psychorigidité des personnes. Ils sont tendus et ils ne sont pas décontractés. Et j'imagine justement, vous savez, quand
on est mégalomane, on ne veut pas être contredit, on se croit très important, on se croit indispensable, ainsi de suite. Et donc, il faut avoir une allure martiale, donner l'impression que l'on maîtrise les choses, etc. Et donc, rajouter à cela, évidemment, le côté très algérien pour des raisons historiques, dont je peux donner 2 ou 3 explications, à savoir qu'on est dans une société un peu paranoïaque. Et donc, la méfiance, évidemment, vis-à-vis de l'autre, comment dire, cette tendance excessive, mais alors excessive, à se méfier d'autrui et à considérer que tout le monde est menaçant, et fait que nous sommes dans une configuration politique extrêmement sensible. Et les personnes sont hyper sensibles à la moindre petite chose. Et ils n'acceptent pas le propre du paranoïaque et du mégalomane. Et souvent, c'est un peu la psychologie collective, et particulièrement chez les décideurs. Mais cette configuration, cette configuration politique, Dr Hassan Herj. Je vous laisse continuer, Dr Hassan Herj. Je voulais juste dire que toute critique, et celle du journaliste Bouartba en est une, toute critique est considérée comme une attaque. Et elle est gérée comme une attaque. Nous-mêmes, là, le peu qu'on est en train de dire sur votre plateau peut se retourner contre nous, parce que ça prend l'allure, effectivement, d'une critique vis-à-vis, pas seulement du système, mais aussi de ce qu'il représente. Et donc, effectivement, cette sensibilité maladive à fleur de peau et qui remet en cause, on va dire, le fait que chaque décideur se prenne véritablement presque comme une divinité, quoi. Je suis grand, je suis important, il faut me respecter en tant que tel, il faut mesurer les phrases, mesurer les mots, etc. Et la moindre incartade est considérée comme étant une atteinte, soit à l'honneur, soit je ne sais pas quoi encore de ce genre, en tout cas. Donc le psychologique est extrêmement important dans le monde politique. Évidemment, on peut revenir sur les raisons, parce que tout ça, c'est des symptômes. Tout ça, c'est des symptômes. Mais cette configuration politique, Dr Hassan Herj, est-ce qu'elle est, qu'on peut appeler de système, ou est-ce qu'elle est menaçante pour notre pays? D'abord, je vais commencer avec vous, Dr Sidi Mennad, 2 minutes chacun, parce qu'on est en train de me dire qu'on approche à la fin de cette émission. Vous avez exprimé une peur, Dr Sidi Mennad, de l'évolution que vit notre pays, de l'évolution de cette situation. On parle, souvent les observateurs parlent de déliquescence de nos institutions. Jamais on est arrivé à une telle situation en termes de recul, de liberté, de la liberté de la presse, mais aussi cette justice. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous avez peur, Dr Sidi Mennad? Tout à fait. Quand je parle d'irrationalité, de non-gouvernance, cela veut dire qu'on ne sait pas où on va comme ça, parce qu'un pays, c'est pas ça. Hein, mais la gestion d'un pays, c'est d'abord une certaine cohérence, et on voit la cohérence, y compris dans les condamnations. Moi, je peux donner moult exemples où l'histoire de l'Algérie a été insultée, si j'ose dire, et aucune décision n'a été prise, en tout cas de justice ou autre. Et les exemples sont légion. Hein. Moi, je me souviens de Kafi qui a pratiquement traité Abban Ramdan de traître. Ce n'est pas peu. Je suis désolé, Abban Ramdan, c'est vraiment un symbole de notre révolution. Alors, bon, il était président du HCE, je crois, à cette époque.
peut-être intouchable, mais sans plus. Et il y a eu beaucoup d'autres exemples. Aït Ahmed a été traité de traître aussi, même après qu'il soit parti en Suisse, il a eu pratiquement tous les qualificatifs qu'on peut imaginer. Très proche de nous, une certaine Naïma Salehi qui a insulté toute une région. C'est une région historique aussi, c'est l'histoire. Absolument. Et rien n'a été entrepris, en tout cas d'envergure. Donc ça fait peur. Pourquoi? Parce que on voit que quelque part, ces gens-là ne savent pas où ils vont aller et pourraient effectivement provoquer un véritable effondrement. Moi, je me souviens qu'à l'époque, on disait que peut-être un jour, nous allons nous réveiller un matin et on ne trouvera plus personne. Ils seront tous envolés, mais en laissant derrière eux les grains de ce qu'on appelle la fitna, le chaos, des émeutes, etc. Parce qu'il n'y a pas mieux pour ces gens-là, pour couvrir leur fuite, que le cas où Lumumba le disait à propos du Congo à l'époque. Et il y a d'autres exemples dans l'histoire qui montrent qu'effectivement, ce genre de gouvernance, et encore gouvernance entre guillemets, parce que moi j'ai toujours dit, je continue à le dire, ces gens-là qui sont au pouvoir, que ce soit les militaires, les services secrets, je ne sais qui d'autres, y compris des officines étrangères certainement qui ont la main sur la décision en Algérie, je dis, écoutez, garder le pouvoir, mais au moins gérer le pays. C'est la moindre des choses. On ne peut pas éventuellement ne rien avoir de tout ça. Et par conséquent, effectivement, nous allons vers des moments qui risquent d'être très, très dangereux pour le pays. Donc, effectivement, j'ai vraiment peur pour ce pays. J'ai vraiment peur parce que je vois que les choses vont vers le pire et non pas vers l'apaisement. Qu'est-ce qui empêche ce pouvoir d'aller dans l'apaisement, même en voulant garder le pouvoir? C'est quand même, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Un peu d'apaisement détendrait l'atmosphère. Non, on continue dans je dirais encore une fois, dans l'irrationnel, dans la mégalomanie qu'a cité Dr Heresh, et tout ça est très très malsain, très très malsain. Très bien. Restez avec nous, Dr Sidi Mned. Dr Hassan Hiresh, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que vous partagez ce constat de Dr Sidi Mned? Est-ce que vous êtes inquiet aussi de l'évolution de la situation? Dr Hassan Hiresh? Oui, je le partage évidemment, et j'irai peut-être un petit peu plus loin pour compléter. Moi, je pense que la peur qui nous saisit, elle saisit beaucoup plus les décideurs, parce que ils savent très bien que nous sommes sur le chemin de crête et que tout peut basculer, comme l'avait dit un manifestant. Sa phrase est restée célèbre pendant le Hira, qui était Nahaouga. Donc cette peur, évidemment, a agi sur les personnes, sur les individus, et donc peur de décider, peur de paraître faible, peur de signer un document, peur de déplaire à plus fort que soi, ainsi de suite. Et donc, cette configuration, on va dire, psychologique de l'ensemble des décideurs et qui, évidemment, a atteint la société, fait que il est très difficile qu'il y ait émergence d'un réformateur, qu'il y ait émergence d'un groupe qui dise bon, maintenant ça suffit, il va falloir redonner la parole aux Algériens, il va falloir reconstruire l'ensemble du système, sortir des institutions qui ont été léguées par le colonialisme français, et donc avoir le courage de tout mettre sur la table, un aggiornamento de l'ensemble de problèmes
politiques, sociaux, culturels, linguistiques, etc. Mais tout ça reste difficile dans la mesure où la culture collective, c'est quoi? C'est, une fois de plus, toutes les décennies, voire quelques siècles de marginalisation des Algériens. Ensuite, on est dans un système patriarcal où c'est le mâle dominant qui décide. Dans une religion, effectivement, où c'est un système binaire, c'est soit haram, soit halal, et on est menacé par tous les enfers si on n'obéit pas. Parti unique tout de suite après l'indépendance, là aussi, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi, ainsi de suite. Donc, tous ces éléments, tous ces faisceaux-là construisent, structurent une mentalité, et malheureusement, cette mentalité fait que, effectivement, on veut pas montrer qu'on a eu tort, on veut pas montrer qu'on a tort, et on veut pas se déjuger parce que vouloir libérer le pays, c'est se déjuger par rapport à la chape de plomb qu'on a installée sur le peuple algérien et les institutions. Donc oui, j'ai peur, mais tout le monde a peur. Les décideurs ont peur peut-être plus que la société. Merci beaucoup, Dr Hassan Hirish. Merci à mes invités, donc Dr Sidi Mennad, c'est Ahmed, expert senior auprès des Nations Unies pour le climat et l'ozone, observateur politique. Merci à vous, très très ravi de vous avoir dans cette émission. Dr Sidi Mennad, vous étiez avec nous depuis Vienne. Merci beaucoup à Dr Hassan Hirish, très ravi et content de vous avoir, Dr Hassan Hirish. Je rappelle que vous êtes économiste et analyste politique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha.